Bonjour et bienvenue sur le podcast Par voix basse à voix haute. Que vous soyez posé dans le canapé, sur la route ou en train de jongler avec votre journée, prenez place à nos côtés. À notre micro, vous entendrez des expériences en maison de naissance, des témoignages de sages-femmes et enfin des sujets liés à l'accouchement physiologique. Ici, les voix résonneront haut et fort. Nous ne sommes pas des professionnels de la périnatalité, mais deux mamans passionnées, convaincues que chaque famille a le droit d'avoir le choix du lieu où elle souhaite donner naissance. Notre objectif est simple, mettre en lumière les maisons de naissance en métropole et en outre-mer. Non pas en opposition aux autres formes ou lieux d'accouchement, mais bien comme une option précieuse dans le panel des choix possibles. Nous espérons que cette saison vous offrira des réponses, des inspirations et peut-être même des émotions. Nous souhaitons avant tout transmettre des expériences intimes et authentiques. Alors bienvenue derrière les portes des maisons de naissance, bienvenue dans Par voix basse à voix haute. On dit que le phénix renaît de ses cendres. Majestueux et léger, il vole vers la lumière. Dans cet épisode, nous avons eu la joie d'accueillir Amandine, qui nous partage son puissant parcours de réparation à travers la maternité et son expérience en maison de naissance. Marquée par plusieurs épisodes violents dans sa jeunesse, son image d'elle-même et sa confiance en l'autre ont été profondément ébranlées. Lorsqu'elle tombe enceinte, elle est déjà engagée sur le chemin de la reconstruction. Elle fait alors un choix déterminant, reprendre le contrôle de son corps et de sa vie en décidant comment elle donnera naissance à son bébé. Sa rencontre avec ses sages-femmes et la maison de naissance devient un véritable tournant, une étape essentielle vers sa réappropriation. Ce lieu, empreint de bienveillance, lui offre un havre de paix et de reconnaissance où elle mettra au monde ses 3 filles. Aujourd'hui, Amandine nous raconte son histoire. Bonjour Amandine. Bonjour. Bonjour Amandine, bienvenue à notre micro. Merci de venir ici pour parler de ton histoire. On est ravis de t'accueillir dans cet épisode et profondément touchés que tu aies choisi de prendre la parole à notre micro. Cette semaine est d'autant plus symbolique pour parler des maisons de naissance et des violences faites aux femmes, parce que samedi, c'est la Journée internationale des droits des femmes. À travers ton histoire, on va rappeler à quel point certaines femmes peuvent être brisées dans leur corps, leur esprit et leur vie, mais on veut aussi mettre en lumière leur incroyable force et les combats qu'elles mènent pour se reconstruire. C'est précisément pour ça que ce podcast existe, pour donner la parole à ces femmes, rendre visible leur lutte et rappeler qu'elles ont le droit d'enfanter comme elles le souhaitent, dans le respect et la dignité. Merci à toi d'être là aujourd'hui pour témoigner. Et puisque notre thématique du mois porte sur la réparation, ton récit résonne particulièrement avec ces enjeux et on est très heureuse de pouvoir l'accueillir. Mais avant que tu me partages tout ça, est-ce que tu peux te présenter ? Donc, je m'appelle Amandine, j'ai 34 ans. J'ai 34 ans, c'est bien ça. J'habite dans le Tarn, dans le centre du Tarn, à côté de Réalmont. Je suis éducatrice spécialisée et je suis passionnée par toutes les questions d'éducation, parentalité. Et donc, je suis maman de 3 filles. Paul qui a 6 ans et demi, Vic qui a 4 ans et Billy qui a 10 mois. Et je suis en couple avec un homme qui s'appelle Eric. Et d'ailleurs, on a la joie de faire cette interview en compagnie de ce dernier bébé, qui probablement va s'inviter à la conversation, c'est possible. On lui accorde volontiers le droit à la parole. Alors si vous entendez des petits gazouillis, c'est juste notre plus jeune intervenante du jour. Enfin, est-ce que tu peux préciser à nos auditeurs et auditrices dans quelle maison de naissance tu as monté ton projet de naissance, maison dans laquelle nous sommes aujourd'hui pour enregistrer? Donc moi, j'ai accouché de mes 3 filles à la maison de naissance de Toumaya, donc à Castres, dans le Tarn. Et comme toutes celles et ceux qui passent par ici, on aime beaucoup leur poser cette question. Alors c'est ton tour, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce qu'est une maison de naissance ? Alors, une maison de naissance, c'est un endroit où les femmes peuvent venir accoucher de façon physiologique dans un cadre sécurisé en compagnie de 2 sages-femmes, avec un accompagnement global. Avant de plonger dans ton histoire avec Julie, petite piqûre de rappel pour ceux qui nous écoutent, pensez à partager cet épisode et à nous laisser notamment 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça aide le podcast à grandir et ça nous permet de continuer aussi à vous offrir des témoignages toujours plus riches. Donc aujourd'hui, on va parler de tes 3 suivis de grossesse. En parallèle, tu pourras faire des allers-retours entre tes différentes expériences, mais on va avant tout commencer par le commencement et on va revenir au début de ton parcours, avant du coup ta première grossesse qui t'a amené en maison de naissance. Et on aimerait savoir ce qui, dans ton histoire, faisait qu'il était vraiment important à ce moment-là, au moment où tu étais enceinte de Paul, du coup,
de bien choisir les personnes qui allaient t'accompagner lors de ta grossesse et le choix aussi du lieu pour donner naissance à ce premier enfant. Alors en fait, j'ai commencé mon suivi de grossesse donc pour Paul avec une gynécologue qui était ma gynéco depuis que j'étais adolescente, parce que gynécologue de ma mère. Et donc ma mère, à un moment donné, quand il a fallu que que je sois suivie par quelqu'un, à point de vue gynécologique, elle m'a dirigée vers sa gynéco, et de façon assez traditionnelle, en fait, je suis restée avec cette gynéco sans me poser trop de questions. Et quand j'étais enceinte de Paul, je sentais que il y a une part de moi qui était pas satisfaite en fait par ce qu'on me proposait. Ok. Et j'ai eu besoin d'aller chercher un petit peu plus. Moi, j'aurais aimé, j'étais tentée par un accouchement à domicile. Mon compagnon, c'est quelque chose qui l'angoissait énormément. Donc, j'ai commencé à chercher des alternatives de moi-même, parce que la gynécologue m'a pas du tout aiguillée sur ce point-là. Tu Pour lui elle, en avais c'était parlé de ce hôpital. besoin? Oui. Ok. J'avais expliqué que je savais pas si à l'hôpital j'allais pouvoir trouver ce que je cherchais, ce dont j'avais besoin en fait. C'était plus une question de besoin que d'envie. Ouais. Mais avec une gynéco qui était pas en mesure de respecter mes besoins aussi. Oui, fait. forcément, ça fausse du coup le chemin. Donc je savais que c'était un chemin que j'allais faire, enfin de moi-même quoi. Mhm. Et donc j'ai cherché sur internet, j'ai trouvé Doumaya, et il y a quelque chose j'étais au début, je pense que j'étais à 3 mois de grossesse, et il y a quelque chose qui s'est allumé, mais qui s'est dit mais c'est pas possible, c'est bizarre. Ouais. C'est trop bien pour que ce soit vrai. Ouais. C'est louche. Ouais, voilà, j'ai trouvé ça louche. Et après il Comprends. y avait plusieurs numéros à appeler, et ça m'a fait bizarre. Hein. Parce que je me suis dit mais du coup j'appelle qui? Ouais. Eh oui. Tu vois, je me suis dit, je les appelle toutes, je fais comment? Enfin, tu vois, il y a quelque chose à ce moment-là qui me disait, mais c'était différent de ce que j'avais l'habitude, Ouais. en fait. Et je continue mon suivi de grossesse avec cette gynéco, et puis insatisfaction, quoi. Il y a quelque chose qui me pousse encore. Et à ce moment-là, tu lui parles que t'as découvert Doumaya? Ouais, Et elle réagit elle sait comment? pas, elle connaît pas. Ah oui, ok. Et elle est Dans le région coin, ouais. Castres. Oui, elle est à Albi. Ah oui, d'accord. Donc elle Lumière l'aurait d'ici, quoi. pu. Ouais. Et à Doumaya, c'était ouvert depuis 1 an. D'accord, ok. C'était les prémices. C'est assez frais, ouais. Tout à fait. Ouais. C'est pour qu'on se C'était rende compte un peu. Oui, c'était Ouais. le début, maison de naissance, elle connaissait pas. D'accord. Et puis, elle a eu, enfin, une réaction, tu sais, un petit pouf, quoi. Bon. Et puis, mais du coup, c'est ça aussi qui fait que je comprends que c'est pas mon interlocutrice, quoi. Ouais, Ouais. bien sûr. Et puis j'en discute avec Eric, je lui dis, écoute, j'ai peur d'aller à l'hôpital. En fait, j'avais très peur d'aller à l'hôpital. C'était une grosse angoisse parce que j'avais peur de me sentir dépossédée de quelque chose. Ouais. J'avais peur qu'on décide pour moi. J'avais peur de devoir subir des choses dans un contexte où je ne voulais, déjà dans ma vie, plus subir. Oui. De façon générale. Et dans ma grossesse et dans cette histoire que j'étais en train de réécrire, ce qui était tellement important pour moi, c'est d'être actrice, en fait. Ouais. Et que ce soit moi qui décide et qu'on ne m'impose rien. Ouais. Et donc, je retourne voir Doumaya, le site internet de Doumaya, et puis là, je cherche. Et puis, je montre à Eric, et puis je lui dis, tu vois, il y a ça et tout. On fait quoi? Je dis, bon, il y a un premier rendez-vous, ça coûte rien. On fait le premier rendez-vous et on voit. Mmh. Et donc, on prend rendez-vous, on rencontre une sage-femme pour ce premier rendez-vous, et puis là, on se dit, ok, c'est bon. Ça, là. c'était la question surtout de Eric, que son angoisse, elle puisse être adoucie. Et donc, quand Oui. il est arrivé ici et qu'il a vu les urgences mater et qu'on se garait à 200 mètres, il a dit, bon, c'est bon pour moi, je suis ok. Ouais. Voilà, T'as ça pas lui a besoin de suffi. rentrer. Voilà, c'est bon, ça lui suffisait. Et après, il m'a dit, on va aller là où toi, tu te sens bien, en fait. Ok, du coup, il a compris quand même tous tes besoins. Comme Bien tu dis, sûr. lui, il a été apaisé et il a pu entendre tout ça. Ça a répondu à vos besoins respectifs. Oui, tout à fait. Et du coup, c'était quoi ces besoins? Alors, je vais essayer d'être. C'est difficile de vraiment mettre le doigt dessus, Oui. mais à ce moment-là dans ma vie, en tout cas, quand j'étais enceinte de Paul, ce que j'avais besoin, c'était déjà d'être en sécurité affective, psychique, physique. Et donc ça, c'est le résultat en fait de traumatismes que j'ai pu avoir, enfin dans mon expérience de vie en tout cas. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais adolescente, j'ai eu un petit ami. Je sais même pas si je pourrais encore l'appeler comme ça, mais bon, à l'époque, c'était ça. Avec lequel je suis restée 6 ans. En tout cas, j'ai mis 6 ans à pouvoir vraiment
couper les ponts avec lui. Ok. Et donc c'est une relation qu'on peut qualifier de toxique, dans laquelle j'ai été victime de violences physiques, psychiques et sexuelles Ok. pendant mon adolescence. Et du coup, ça m'a créé tout un tas de schémas, en tout cas quand ça s'est terminé, moi j'étais en dépression très sévère, j'étais dans un état, on va dire, assez léthargique, pensant que bon, en gros ma vie elle valait pas grand-chose, et en plus avec des grosses difficultés à comprendre vraiment toutes les conséquences que ça avait pu avoir en moi. Parce qu'en fait ça a été ma première expérience amoureuse, et là elle a été assez dévastatrice en fait. Je me demandais justement si tu peux. Alors, on dit l'adolescence, ça peut être une période très étalée selon les personnes. On n'a pas tous les mêmes repères. Est-ce que tu peux nous donner une tranche d'âge pour qu'on se figure justement? Donc de mes 14 ans à 20 ans. Oui. Donc du C'est coup, c'est cet vraiment homme une qui période de était là, construction. ouais. C'est avec cet homme que j'ai que je me suis construite de 14 à 20 ans. Ouais. Et donc bon, ça s'appelle de la dépendance affective, ça s'appelle, enfin tu vois, il y a Oui, plein de oui. mécanismes qui se mettent avec ça, et qui fait que dans tous les cas, moi je sors de là, je suis meurtrie dans ma chair, je suis un objet, je suis pas humaine, et donc j'essaye de me reconstruire. En tout cas, j'essaye de prendre confiance en moi, d'apprendre à me connaître tel que moi je suis réellement, pas comme lui voulait que je me voie ou que je sois. Donc c'était, il y a une phase où en fait il fallait que je sois indépendante, et une phase aussi où je me sécurise. Et tout ça, c'est très joli dans les mots, mais dans les faits, c'est assez catastrophique. Ouais. Bah oui, c'est très complexe. Je me demandais d'ailleurs, est-ce que tu avais une aide extérieure? Oui. un- En fait, moi, j'ai été suivie par une psy à partir de mes 16 ans, Ok. parce que j'avais des troubles alimentaires aussi, Ok. en Oui, bah, parallèle. petit package Ouais, global. c'est ça. Donc j'étais suivie par une psy à partir de mes 16 ans, et en fait, à l'heure d'aujourd'hui, je suis encore suivie. Ok. J'ai eu des petites pauses par-ci par-là, notamment dans mes épisodes de maternité où là, j'ai fait des pauses. Mais j'ai toujours eu besoin d'y retourner parce que, avec la maternité, ça m'a aussi bien chamboulée. C'est les personnes différentes que t'as vues Ouais. à chaque fois, ouais, t'en Non, as pas à vu. chaque fois. Enfin, ouais, Mais j'en ai gardé une 10 ans. d'accord. Et c'était important. Oui. Mais j'ai pas fait que ça. Parce que ça suffisait pas aussi. Oui. Mais du coup, voilà, tu vois, j'ai passé une phase, en fait, de reconstruction, mais dans cette phase de reconstruction, pour comprendre, en fait, ce dont j'avais vraiment besoin, je me suis mise beaucoup en danger. J'étais dans des conduites à risque, en fait. Chercher les limites, quoi. Chercher les limites, et puis aussi, en fait, à partir du moment où toi, on t'a pas donné assez de respect pour te sentir exister, Ouais. tu penses que, enfin, la question de ton désir déjà se pose pas. Et qu'est-ce que tu veux vraiment toi dans ton existence? C'est très très compliqué. Et donc, j'ai testé, je suis allée sur la question de l'alcool, tu vois, j'ai été dans des situations où je m'alcoolisais énormément, je sortais beaucoup, et aussi avec une vie sexuelle à risque aussi. Je suis tombée enceinte, donc après j'ai fait une interruption de grossesse. Volontaire du coup à ce moment-là? Volontaire, oui. Du fait du contexte des conduites à risque en fait. Ouais. Si je comprends. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. C'est les conduites à risque en fait qui me font à un moment donné, Ouais. je suis enceinte, voilà. Mais tu fais le choix quand même conscient de te dire c'est pas opportun du fait de ce contexte qu'un enfant arrive. Ouais. Oui, je me sentais. Enfin, moi, je voulais un bébé d'amour. Ah oui. C'est Dans un souvent idéal. voilà, c'est ça ce que j'allais dire. Dans un idéal. Et là, j'avais la possibilité en fait de pouvoir choisir. Ok. J'étais en plus en train de faire mes études d'éduc, et donc voilà, il y avait un impossible pour moi. Ouais. Et mais tu vois, en fait, si tu veux, je pense que pendant très longtemps, je traverse ma vie, mais dans les épreuves, quoi. C'est-à-dire que je continue à être dans des schémas qui sont risqués, qui me font du mal. J'ai beaucoup de mal à prendre soin de moi, et dans quelque chose en fait de bienveillant et de respectueux. Et après, ce qui se passe, c'est que je vis une agression sexuelle un soir en sortant de boîte. Je me fais agresser par un mec dans la rue. Et on appelle ça une agression sexuelle, mais c'est un viol en fait. Enfin, dans les termes de loi, ils appellent ça une agression sexuelle, mais dans mon ressenti, c'est un viol. Ouais. Et là, en fait, je m'effondre totalement.
pense que ça me fait un espèce de blackout. Je mange plus, je dors plus, je peux plus faire grand chose en fait. Là vraiment, je suis en mode reset. Et dans ce mode reset, il y a un élan de vie, je pense, qui me pousse à aller quand même me guérir. Et donc là, je m'entoure de psy, je fais des massages dans la mesure du possible avec certaines personnes bien précises. C'est ce que j'allais dire, ça doit être particulier. Mais j'attends, enfin, c'est tout ça, c'est sûr, il y a quand même pas mal de temps qui passe. J'essaye plein de choses, de l'hypnose, de machin, j'essaye de comprendre en fait, parce que je me dis à un moment donné, en fait, c'est moi le problème. Pourquoi ça arrive à moi? Enfin, tu vois, pourquoi moi on m'agresse? Pourquoi moi on va me violenter? Pourquoi est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est eux? Donc voilà, tu vois, il y a toute cette phase de crise un peu et de questions existentielles par lesquelles je passe. Et en parallèle, je rencontre Eric. Et là, je sais pas comment ça se fait, mais c'est un homme. A priori. C'est un homme qui rentre dans ma vie et avec qui je peux rester. Je tolère sa présence parce que à ce moment-là, si tu veux, j'imagine, j'ai eu un sentiment d'intrusion très très fort. Je peux pas faire grand-chose, je suis chez moi et j'ai quelques personnes qui viennent me voir. Mais et donc principalement des femmes, de ce qu'on comprend. Oui. En tout cas des personnes avec qui je suis sécure. Et donc j'essaye de raccrocher quand même. Donc je retourne à l'école des Ducs. C'est là où je rencontre Eric. Ah oui, parce que du coup, t'avais fait, ça avait interrompu tes études. J'avais fait une pause. Ouais, ok. Et ça se comprend. Ouais. En tout cas, je pouvais pas faire autrement. Et donc voilà, je rencontre Eric et j'essaye de me reconstruire en parallèle. Et donc je fais plein de choses. Là, je me souviens même pas trop, tu vois, mais j'étais très occupée en tout cas pour me réparer. Et j'ai cet homme là en parallèle qui me donne le sourire. Et donc rien que ça, on peut s'en mettre. Et donc la vie, elle s'adoucit pour moi au fur et à mesure, à force de, tu vois, de prise en charge. Et puis je pense que j'ai quelque chose en moi qui est un peu une force de vie en fait, qui est assez importante. Et du coup, bon, je m'effondre, mais j'essaye vraiment de me reconstruire avec des bonnes briques, bien comme il faut, bien à leur place. Et t'es plus dans des situations délétères, extrêmes ou quoi en fait? J'ai plus de conduite à risque. Okay. Et au contraire, tu vois, j'essaye de faire de nouvelles choses que j'avais jamais faites avant, des choses avec mes mains. Tu vois, j'ai fait des guirlandes. Enfin, je veux dire, c'est pitoyable. Hein. Mais non, c'est pas du tout pitoyable. On commence par là, la reconstruction. Mais tu vois, j'ai arrêté de sortir une clope, par exemple, et à la place, j'ai fait du coloriage. Voilà. J'ai essayé de faire des choses, en fait, qui allaient me faire du bien, autrement que ce que j'avais l'impression avant, tu vois. T'avais quel âge, du coup, à peu près, à cette période-là? Alors, je pense que c'était en 2014, 23 ans. Ok. Quand tu rencontrais Eric, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais, après, en fait, tout s'est un peu bousculé. Mais je rencontre cet homme et avec cet homme où en fait je n'ai tu sais, après t'as des radars qui s'allument. Des red flags, on appelle ça. C'est un truc où tu vois, et avec Eric j'ai jamais rien qui s'est allumé. Enfin, je me suis jamais sentie en danger. La base. Ça, ou menacée. Mais tu sais, des fois t'as des comportements qui vont dire là, il y a un truc quand même, si ça continue, c'est dérangeant. Tu vois, des choses un peu comme ça. Avec Eric, j'avais juste l'impression d'exister. Comme je pouvais être, au moment où j'étais. Et ça, c'est ultime, ça, comme relation. Ouais. Non, vraiment. Oui. Je pense que c'est l'amour. Pour la première fois, j'étais amoureuse aussi. D'un vrai amour, tu sais, j'aime comme je l'aime et j'aime comme il m'aime. Et ça, c'est le plus beau cadeau de ma vie, ça, c'est sûr. Et du coup, voilà, je rencontre cet homme à qui je raconte un peu mon histoire, mais dans les grandes lignes parce que j'ai pas envie de m'attarder, c'est bon, enfin. Il sait que je venais de me faire agresser. Eric, il pose pas trop de questions, tu sais. En fait, il a pas besoin de poser de questions. C'est surtout ça. Il est là. Et peu importe l'état dans lequel tu es, lui, il est là. Et il comprend, juste, il s'adapte à ça, tu vois. Donc, j'ai pas besoin de lui raconter ma vie. Ça m'arrange parce que j'en ai ras le cul. Et puis ça brasse.
Et puis je vois pas ce Toujours que ça peut lui répéter, en apporter. fait. Ouais. Oui. Ouais. Et j'arrive à un moment où je me dis, mais qu'est-ce que ça va lui faire à lui? Parce qu'en fait, il a pas besoin de savoir parce que il le voit. Il Oui. le voit, les conséquences, il voit les cicatrices, il, il sait, en fait, j'ai pas besoin de m'étaler. Donc, c'est plutôt pratique. Et puis, la vie, elle s'adoucit pour moi et je me sens bien. Je me sens sur mes deux jambes. Je me sens libre et je me sens exister avec ce que je suis et ce que j'aime. Et donc, on décide d'avoir un enfant. Bon, Eric, il est plus âgé. Il a déjà 2 autres filles d'une première union. Et donc ça, je pense que ça joue aussi dans notre construction. Oui. Et donc lui, il est OK, il veut bien un 3e enfant, et donc on se lance dans cette aventure et on arrive du coup à ce moment où là, il faut un peu faire des choix. Et moi, enceinte, j'ai besoin de me sentir en sécurité, mais plus. C'est-à-dire que t'es quand même dans une période de fragilité, dans une période où tu sais pas trop ce qui t'arrive, en plus c'est ton premier. Et donc t'as besoin, enfin moi j'avais besoin d'être Contenu. contenue. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, j'en reviens à tout à l'heure du coup avec cette histoire de cette gynéco là pour elle le chemin était tout tracé, c'était à l'hôpital et moi je me dis bon en fait non, j'avais peur qu'on me touche sans qu'ils me demandent parce que tu sais moi j'ai tous les récits d'accouchement de femmes qui ont déjà accouché et je me dis et je m'y retrouvais tellement pas et j'avais tellement peur que ça m'arrive en fait. J'avais tellement peur qu'on me touche sans même me demander. J'avais peur d'être traitée comme un objet, en fait, plutôt que une personne à part entière. J'avais mis tellement de temps, tellement d'énergie, enfin, en soi, pas forcément du temps, mais tellement d'énergie à être sur mes deux jambes que je voulais pas vivre dans ma maternité cette expérience si particulière et exceptionnelle, quelque chose qui allait pouvoir déstabiliser ça. Et t'avais quel âge, du coup, quand t'es tombée enceinte? J'avais 27 ans. Ok. C'est pas qu'on figure un peu Ouais, le c'est ça. parcours aussi. Hein. Ouais. Donc c'est pour ça, en soi, c'est pas très long. Comme tu dis, vu que c'est court, il y a ce fameux risque que tu sais ça pas à quel s'ébranle, point quoi. c'est Ouais. installé, Ouais. solide, je veux dire, et donc, en effet, une chose inattendue peut venir ébranler ça. La maternité étant une période de vulnérabilité et de brassement émotionnel, hormonal, assez important. On sait pas, en fait. Comme tu dis, en plus, quand c'est ta première expérience, par rapport à tout ce que tu viens de nous dire, donc déjà, merci d'avoir pris le temps de nous éclairer sur tout ton vécu avec justement toutes les étapes qui t'ont amené à Doumaya, mais aussi qui ont fait la femme que t'es aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais j'allais dire nous résumer en quelques mots, mais nous dire un peu plus particulièrement ce qui, toi, dans ta perception de ton corps et de ta féminité, ça avait abîmé cette expérience avec cet homme et puis derrière ce viol? C'est compliqué. Se sentir femme, je pense que c'est même encore compliqué pour moi à l'heure d'aujourd'hui, tu vois. En tout cas, c'est pas, comment je peux dire, c'est pas une relation simple que j'entretiens avec mon corps. Je sais pas si je l'aurai un jour. Il y a des phases où c'est apaisé et il y a des phases moins apaisées. De crise, oui. Ouais. Et ce qui est c'est un peu compliqué à expliquer, mais je passe des moments de morcellement en fait. Ok. J'ai l'impression d'être décomposée, tu vois. Je sais pas, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais il y a vraiment des moments où je me sens éclatée. Et après, il y a quelque chose qui me ramène et qui me rassemble. Ok. Et de façon plus ou moins, ça s'éclate plus ou moins loin. En fait, ça dépend. Aujourd'hui, par exemple, ce que je peux te dire, c'est la conséquence, c'est que j'ai un mécanisme de défense qui est assez fort. Donc, mon compagnon, il vit pas des jours toujours très roses avec moi, parce que parfois, j'ai mon mécanisme de défense qui ressort fois 1000, notamment quand j'ai l'impression qu'il veut décider pour moi, quand je ressens une pression, peu importe sur quoi, hein, mais et là, ça me fait, je sors direct les armes. Donc, c'est surtout ça. Et après, je pense que j'ai encore une quête. Hein. Enfin, là, tu vois, Billy, elle a 10 mois et je me dis que j'ai encore un chemin à parcourir dans ça. Oui, Dans ma féminité, mais dans le rapport, dans mon rapport au corps, dans ce que je veux vraiment, moi. Ouais. Parce que ça reste encore compliqué, en fait.
J'imagine, ouais. C'est Comme tu dis, c'est un chemin de vie, en Ouais, fait, c'est hein. Déjà, de base, un humain se construit et se reconstruit, cherche son identité, je pense, ça n'engage que moi, mais toute sa vie. Oui. J'imagine quand on vit des traumas qui altèrent notre perception et notre chemin de recherche d'identité, c'est d'autant plus conséquent comme quête. On va revenir donc à l'histoire particulière donc de ta première maternité, de ton premier rendez-vous dont tu nous parlais tout à l'heure, et vous vous êtes senti OK dans la réponse à vos besoins, à vos niveaux personnels, ton conjoint et toi, et à un moment donné, donc vous vous êtes dit go. Au moment où juste avant de prendre cette décision, est-ce que t'as quand même encore ressenti des doutes ou des appréhensions concernant l'accouchement? Parce que là, tu nous parlais donc principalement de ton suivi, mais vraiment de l'accouchement, et notamment en raison des traumatismes que tu viens d'évoquer. À ce moment-là, j'ai très peur d'accoucher. Tout simplement. Enfin, j'ai très peur d'accoucher, j'ai très peur de... On décide que quand on fait le suivi à Doumbouya et qu'on accouche à Doumbouya, et moi, voilà, j'ai peur. Mais je me dis, bah, t'as peur, Amandine, ouais, mais tu vas trouver des trucs, tu vas te faire accompagner. Donc j'ai fait de l'hypnose aussi à ce moment-là pour comprendre pourquoi j'avais peur. Et après je suis arrivée, j'étais enceinte, c'était mon 5e mois, tu vois, donc un peu tard dans la grossesse. Et donc il a fallu aussi prendre confiance avec les sages-femmes pour que le jour de l'accouchement, ça puisse être le plus sécure possible pour moi. Ça allait parce que comme je venais du traditionnel, enfin moi je m'attendais déjà à pas savoir qui allait être là pour mon accouchement. Donc là, c'était plutôt simple pour moi de me dire que j'allais avoir cette personne ou cette personne présente à mon accouchement et que il y aurait Eric et c'était bon. Ouais. Ça simplifie un petit peu les choses pour moi. Tu viens de nous parler là de cette peur d'accoucher. Ouais. Est-ce que tu l'as partagé de suite aux sages-femmes, ou est-ce que d'abord tu as fait ce processus dont tu viens de nous parler au niveau de l'hypnose? Et pareil, à quel moment tu as parlé de ton passé? Est-ce que ça a été dès le début de ton accompagnement? Ou est-ce que ça a été quelque chose qui a été un peu dur dans le process de pouvoir partager un peu tout ce que tu viens de nous résumer? Ah, c'est très dur. Enfin, ça a été très dur. Uh-huh. Après, j'ai déposé que j'avais peur d'accoucher, mais je pense que comme toute personne, comme toute femme, Oui, sans plus de qui va précision accoucher, que voilà, ça. Ouais. j'avais peur. Après, là où à un moment donné, il a fallu expliquer en fait pourquoi j'avais une angoisse terrible d'aller à l'hôpital, c'est à ma seconde, ou pour Vic. Quand j'étais enceinte de Vic, on m'a diagnostiqué un placenta prévia, Ok. qui en fait était pas du tout un placenta prévia. Ah ouais, super. Ouais, ils se sont trompés. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est pour ceux qui Oui. savent pas? Quand j'étais enceinte de Vic, donc je crois que j'étais à 4 mois de grossesse, j'ai perdu un petit peu de sang, je suis allée aux urgences et là, ils m'ont dit, bah écoutez madame, vous avez un placenta prévia. Donc c'est-à-dire que ils m'ont dit votre placenta, il est dans votre col et en plus, il est en train de descendre. Oui. Donc Il empêche la sortie du bébé. En fait, il l'est placé en bas, c'est ça? voilà, il est placé sur le col. C'est ça. Du coup, Donc ça la sortie potentiellement du bébé. ça empêche la sortie. Donc on m'a dit, bah madame, vous allez être alitée, on va prévoir une césarienne. Ah oui. Wow. Et là, moi, je me décompose littéralement, parce que là, du coup, je me sens dépossédée d'un truc, mais tellement important pour moi. Ouais. Du coup, parce que t'avais fait ton premier accouchement à ce moment-là, déjà, j'avais fait à mon 2 premier mois. accouchement, je savais Ce que tu voulais. ouais, et ce que je voulais pas. Ouais. Et là, voilà, ma seconde. Et donc, quand j'ai exprimé à ma sage-femme pourquoi, en fait, c'était, il y avait, ça me mettait dans cet état-là. Enfin, elle a vu l'état dans lequel ça me mettait. Elle me disait, mais Amandine, pourquoi ça t'angoisse autant d'aller à l'hôpital? Et je dis, bah en fait, j'ai peur de subir des violences. Et parce que j'en ai assez eu dans ma vie, quoi. Donc, En fait, si je comprends bien, Ouais. tout en suivi pour Paul, t'as jamais parlé de ton passé. Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit mais parce que tu sais, je pense que j'ai cette tendance-là un peu moi. Non, mais je comprends tout à fait, hein, mais c'est pour être bien sûr de bien comprendre ton Moi, j'ai parcours, rien en dit. fait.
Et moi, Ok. je me demande à quel point aussi le protocole a pu évoluer, parce que toi, pour Paul, c'était au tout début de la maison de naissance, et moi, je sais qu'à présent, il y a des questions autour notamment du traumatisme dans les questionnaires actuels. Je sais pas si c'était le cas à l'époque et que tu as omis d'en parler, ou si ça n'existait pas encore dans le protocole. Bah, je suis arrivée à 5 mois de grossesse. Donc, je sais pas, tu vois, si c'était avant ou pas. Mais oui, là, je sais que maintenant, en fait, il y a je me rappelle plus le nom, mais il y a un entretien spécifique, en fait. Et dans cet entretien, tu dis si, enfin, elle pose la question, ça a été victime de violences, notamment sexuelles. Et donc, pour Billy, je l'ai eu cet entretien. Ok. D'accord. Mais pour Paul et Vic, non. Ok. Oui, bah comme dit Capucine, vu que ça évolue, c'est possible. Une fois que t'avais commencé ton suivi, alors, on vient de comprendre que ça n'a pas été donc le cas pour Paul, mais au moment là, pour Vic, où t'es face à cette situation, comment ça a été abordé en fait avec tes sages-femmes, dans le sens, tu partages cette peur d'aller à l'hôpital, et en fait quoi, tu déroules un fil comme tu viens de le faire avec nous, Oui. ou elle te questionne, ça se passe en plusieurs fois, enfin, vu que t'avais rien dit du tout, comment t'as déroulé le truc? Bah, en fait, à un moment donné, je pense que c'est la relation de confiance aussi. Qui, à un moment donné, tu vois, la sage-femme avec qui j'étais, j'avais confiance en elle et je savais que, parce que il y a quelque chose qui me faisait dire que si je disais qu'à un moment donné, j'avais été victime, eh ben, on allait me prendre pour quelqu'un de faible, pour quelqu'un de vulnérable, Ouais. pour quelqu'un peut-être de pas capable. Uh-huh. Et en fait, avec cette sage-femme, j'étais assez en sécurité pour me dire qu'elle allait pas penser que j'étais moins bien parce que j'avais été violée. Ouais. Tu vois? Ah oui, on peut être ponctuellement victime et être très fort et avoir beaucoup de force et de qualité et d'énergie à côté. Donc, Mais c'est trouver la personne confidence. avec qui tu sens qu'il va pas y avoir cet amalgame qui est fait. Comme tu dis, entre le fait d'avoir été victime dans une situation précise et le fait qu'on te colle une étiquette de faible en général. Oui. Cette sage-femme, est-ce que tu la connaissais déjà de ton premier accouchement? Oui. Ouais. Donc il y avait aussi, en fait, cette Oui. temporalité qui a joué sans doute dans ta sécurité de lui raconter. Oui, je l'ai rencontrée, c'est elle qui m'a fait ma rééducation du périnée après Paul. Et donc, on était en lien, quoi, avec du temps. Hmm. Ce que j'ai voulu changer, en fait, c'est que j'avais pas à avoir honte. Hmm. Parce que c'était pas de mon fait. En fait, c'est pas, et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est qu'à un moment donné, quand j'ai vu à quel point ça me demandait un vrai effort de le déposer à quelqu'un, notamment du coup à cette sage-femme pour Vic, je me suis dit qu'en fait il fallait arrêter avec ça. Il fallait que j'arrête de me sentir coupable ou désolée ou vulnérable parce qu'en fait je suis pas responsable et c'est pas à moi de prendre des gants avec ce que certains hommes m'ont fait subir. Et mais ça fait Ah mais non, c'est un chemin aussi. on est d'accord que il y a malheureusement des gens qui n'arrivent jamais à faire ce chemin. Ouais. Comme on disait tout à l'heure, en fait, c'est le chemin d'une vie. Mais ce qui est très chouette aussi avec Doumaya, c'est que bon, il y a toujours bien sûr cette écoute bienveillante et respectueuse, et il y a aussi d'autres mamans, et il y a aussi d'autres femmes. Et en fait, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête d'en faire un tabou, parce qu'en fait, on est une femme sur deux. Et peut-être que il fallait être beaucoup plus libre avec ça. J'ai pas besoin tu vois, aujourd'hui, j'ai pas besoin d'en parler, j'ai pas besoin de me confier sur ce que j'ai vécu parce qu'en fait, enfin, j'ai déposé tout ce que j'avais à déposer en thérapie, avec X médias, etc. Mais maintenant, aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que je m'en cache plus. Tu vois, maintenant, je le dis sans problème que moi, j'ai été victime de violences et ça permet à d'autres femmes de dire ah ouais, bah moi aussi. Et en fait, ça fait on Oui, est comme puissantes ensemble. c'est ça, il y a pas ce truc, comme tu dis, c'est une confidence ou c'est une gêne ou un malaise au moment où t'en parles, parce qu'en fait, ça fait partie de toi et de qui tu es. Oui. Et c'est ok. Si à un moment donné ça vient dans la discussion, bah Je c'est m'en ok. cache pas. Ouais. Je m'en cache pas, mais c'est pareil, tu vois, j'en suis là aujourd'hui, mais parce que j'ai 3 filles aussi. Et là, c'est moi qui risque d'avoir un peu d'émotion.
Mais il est hors de question que mes filles, elles puissent... enfin, je vais pas le tourner comme ça. Je suis forte et mes filles, elles sont fortes. Ouais. Voilà. Et c'est pas... et j'essaie de transformer ça, mais pour mes filles, parce que je veux qu'elles voient que, en fait, oui, à un moment donné, il y a des choses violentes qui me sont arrivées, mais regarde, ça se transforme, en fait. Ouais. Bah, c'est super inspirant. En tout cas, la façon que tu as de le partager, c'est vraiment très inspirant. Là, tu viens de nous parler donc de ton accompagnement à Doumaya, de ton accompagnement aussi psychologique que tu as pu avoir depuis tes 16 ans, etc. Tu as aussi fait référence à de l'hypnose à plusieurs reprises. Est-ce qu'il y a eu d'autres professionnels de la périnatalité ou de spécialistes de la grossesse ou de l'accouchement qui ont fait partie de ton suivi de tes grossesses, d'une de tes grossesses et dont tu as envie de nous parler? Alors moi, j'ai vu aussi une ostéopathe. Ok. Et une ostéopathe... Alors personne le voit, mais elle a l'air mais génialissime. elle est fabuleuse. Enfin, vraiment, je pense que si j'en suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à elle. Ok. Parce que vraiment, elle prend en compte tout l'être, en fait. C'est pas que Toutes tes mécanique. dimensions. Ouais. Ouais. Et elle m'a accompagnée pour mes grossesses, pour mes postpartum et mes filles aussi. Et en fait, ça me libère. Elle m'a libérée aussi. Ouais, c'est chouette. Je pense qu'en effet, ouais, il y a des fois le travail sur le corps peut Mais amener à ça. Ouais. beaucoup parce qu'en fait, si tu veux, moi, ce qu'il y a chez moi aussi, c'est que c'est beaucoup, c'est beaucoup dans la tête. Et à un moment donné, il a fallu aussi que j'éteigne mon cerveau pour que ce soit dans mon corps. Et en plus, la mémoire de mon corps, qui Oui. du coup porte un peu les stigmates aussi des différents traumas, où il a fallu que je repasse par certaines zones. Mhm. Et avec Émilie, si tu veux, on a pu repasser tout en douceur, respect profond, ces phases-là et ces zones du corps-là, et pouvoir libérer aussi ça. C'est chouette. Tu viens de parler justement du respect du corps et c'était vraiment des choses qui étaient essentielles pour toi. On l'a compris dans justement ce besoin de venir avec ces sages-femmes qui te prennent en compte dans toutes tes dimensions, dans tout ton vécu, comme ton ostéopathe. Comment justement Doumaya, la maison de naissance, a su répondre à ces besoins? Alors, je suis particulièrement curieuse parce que c'est en plus quelque chose que tu n'avais pas exprimé. Mm. Donc ça a répondu à ces besoins à tel point que sans en avoir parlé, ça a été OK et t'y es revenu. Mm. Donc je suis vraiment curieuse de savoir si tu pouvais nous raconter un peu voilà ça, comment elles ont fait, comment ce lieu et ces sages-femmes ont fait pour que finalement ça réponde à tout ce besoin de respect du corps, de prise en compte de la personne, quoi. Mm. En fait, pour Paul, dans le suivi, je pense que j'avais pas forcément conscience de tout dans le suivi de grossesse pour Paul, pour ma première. Ok, Et que c'est après que ça s'est précisé beaucoup plus, c'est d'accord. les besoins. Parce que comme je te dis, pour moi, je partais sur un accouchement à l'hôpital, donc j'étais partie, enfin, je m'étais projetée dans un vécu qui déjà, en maison de naissance, t'as pas le même. Comme je disais tout à l'heure, je savais que j'allais accoucher avec 2 personnes. Rien que ça, en fait, à ce moment-là, ça me sécurisait. Mhm. Et après, ce qui me sécurisait aussi, c'est dans les rendez-vous que j'avais avec les sages-femmes, c'est une écoute, c'est des questions, c'est même dans la façon de venir de t'aborder, si tu veux. J'avais pas la même expérience qu'avec la gynécologue, tu vois. Oui, bien sûr, la relation humaine. Ouais. Ouais. Et tu vois, chez ma gynéco, je vivais vraiment des moments de grande vulnérabilité. Mm. Parce que donc tu te déshabilles, t'enlèves ton bas, enfin ton pantalon, ta culotte. Et moi, ma gynéco, elle m'auscultait la poitrine, donc en plus, elle me faisait enlever le haut. Donc en fait, j'étais la vulve à l'air et les nichons à l'air. Ah oui, les deux en simultané. Ok, ok, ok. Et j'étais comme ça et j'attendais, tu vois. Et je me rappelle, à ce moment-là, si tu veux, c'est intense. Et en maison de naissance, je n'ai jamais revécu ça. Oui. Donc déjà, tu vois, C'est très rare d'être nu, à part peut-être le jour de l'accouchement. Oui, voilà. Et encore, c'est si, oui, voilà, j'allais dire si t'en as envie. C'est ça. Ce qui a, je pense que ce qui m'a totalement révélé, c'est mon accouchement en lui-même, tu vois. Ok. J'ai accouché de Paul, et quand j'ai accouché, je me suis dit, putain,
pardon. L'image souvent que je trouve assez parlante, c'est, tu sais, t'as un vase, il se casse, et puis t'essayes de le réparer. Bon, c'est pas super solide, mais c'est réparé. J'ai accouché de Paul, et là, tu sais, c'est les trucs japonais là où tu mets de la De la dorure. sur les cicatrices. Et j'ai accouché de Paul, et là, je me suis sentie comme ça. Je me suis sentie un vase plein de dorures, tu vois. Ah, c'est trop beau. Parce que d'un coup, je me disais, mais en fait, mais c'est ton corps, mais bien sûr que c'est ton corps, quoi. Tu vois, c'est ton corps, et t'as vu ce que tu fais. Enfin, et là, j'en parle C'est de encore, l'art. j'ai de l'euphorie parce que Ouais. c'était dingue, en fait. C'était dingue de me dire, pendant toutes ces années, je me suis sentie tellement nulle. Je me suis sentie tellement pas dans mon corps. Hein. Je me suis sentie à côté, je me suis sentie... C'était nul, quoi. Et là, il y a un bébé qui a grandi dans mon ventre, que j'ai fait sortir, et j'ai accouché, et j'y suis arrivée, et en fait, tu vois, ça a transformé Ouais, ça t'a mon transcendé. rapport à mon corps, quoi. Ouais, il y a une Et forme de transcendance, enfin, de ce que, quand je t'écoute, tu vois, il y a un truc un peu, tu sais, de l'œuvre d'art, quoi, de la transcendance du oui. génie qui dépasse tout et qui vient éclairer. Non, mais vraiment dans la définition propre de ce que c'est, quoi, qui vient illuminer un truc, quoi. C'est beau. C'était dingue. C'était dingue. Enfin, tu vois, je me suis dit, waouh, c'est ça? Ouais. Accoucher, c'est ça? Et après, je me suis dit, ça m'a tellement aidée. Hein. Ça m'a tellement réparée, en fait, que il fallait que j'en fasse plus. Un autre bébé. On reaccouche. Un deuxième bébé, un troisième bébé. Et on s'arrête plus, hein. Non, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose pour la maison de naissance, tu vois. Je me suis Oui. dit, en fait, il faut que les gens ils connaissent ça parce que ça répare. Hein. Tu vois, dans l'idée que j'avais, en tout cas, après Paul. Je me souviens de ton premier message que tu nous avais envoyé. Et ça commençait par « J'ai longuement hésité avant de vous contacter ». Ouais. Et quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit « Qu'est-ce que je vais dire ?» Parce que je t'ai peu croisé, mais on s'est croisé quelques fois. Et quand un message commence comme ça, je me suis dit... Et du coup, merci pour toutes les personnes qui nous écoutent et toutes celles qui sont concernées par ça. Vraiment, c'est un honneur et c'est génial que t'aies eu le courage et la force de faire ça. Parce que je pense qu'en effet, ça peut inspirer beaucoup de gens. Merci. Mais en fait, si tu veux, quand j'en viens là, tu vois, j'ai 3 filles. Je pense que je n'aurai pas de 4e enfant. J'en suis assez persuadée. Mais il y a quelque chose qui se termine pour moi. Et en même temps, je me suis dit, tu vois, ce que je fais là, je l'ai jamais fait, en fait. Et je crois que ça fait aussi partie de ce dont j'ai besoin, de le déposer quelque part, tu vois, parce que bah la justice, j'en ai pas parlé, mais ça fait partie aussi du paysage. Mais c'est pas la justice qui m'a permise de déposer et de réparer. Et je crois que d'un côté, tu vois, de faire ce que je fais là, ça me permet de le déposer et de le réparer, parce que même Doumaya, je pense que les sages-femmes de Doumaya, elles ont même pas idée à quel point elles sont brillantes dans ma vie, tu vois, à quel point leur présence et leurs mots, elles m'ont aussi permis de me réparer, quoi. Et Ouais, c'est ça aussi c'est un qui est tout. Ouais. ouais. Elles vont t'entendre. Ouais. C'est trop chouette. Avec du coup toute cette histoire que tu viens de nous partager, on imagine que sans doute, tu nous l'as un peu dit déjà, des peurs ont pu ressurgir. Est-ce que ça a été ton cas et comment les professionnels, les sages-femmes qui t'accompagnaient ont su te rapporter ou te soutenir dans ce moment-là? Je pense notamment au moment où on t'annonce un placenta prévia et que tu partages cette peur à ta sage-femme d'aller à l'hôpital. À ce moment-là, en fait, je t'avoue que moi, j'ai l'impression de me prendre une tornade, hein, déjà, et une grosse insécurité, quoi. Et ma sage-femme, ce qu'elle me dit à ce moment-là, c'est que si je dois accoucher à l'hôpital, elle sera avec moi. Ok. Ma sage-femme, ce qu'elle m'a dit, c'est que comme elle faisait aussi des accouchements en plateau technique, au vu de ce que je lui déposais et de ce que j'avais besoin aussi, elle avait la possibilité de pouvoir m'accompagner parce qu'elle a une convention particulière avec l'hôpital lors de mon accouchement, si j'accouchais à l'hôpital. Parce qu'en fait, ce que je comprends, c'est que vu que c'était quelque chose de programmé,
ça ne se faisait pas finalement comme un transfert de maison de naissance à hôpital partenaire, mais que là, t'aurais pu le faire justement dans la maternité où elle exerce habituellement, vu que c'était programmé, et donc, comme tu dis, sous contrat avec l'hôpital, etc. Ok. Et du coup, je me suis dit, de toute façon, j'ai pas le choix, en fait, hein, j'ai pas le choix. Mais s'il y a ma sage-femme, ça ira. Et après, j'avais aussi un peu boosté Eric. Où j'ai dit, bon alors, s'ils font ça, tu dis non. S'ils font ça, tu dis non. Et ça, c'est trop important pour moi, d'accord? Et je sais pas si mon cerveau, il sera là ou comment je serai. Mais toi, il faut que toi, tu sois garant de ça. Et du coup, c'était un peu lui, mon gardien, quoi. Oui. Oui, c'est un peu le cas, en effet. Et oui, c'est aussi un peu le cas, oui. Mais voilà, ça m'a permis de pouvoir envisager une potentielle césarienne. Mais bon, après, au final, en fait, 1 mois après, j'ai fait une écho avec mon gynéco hors hôpital. Et il m'a dit, mais vous avez pas du tout à placer ta prévia, madame. J'allais dire, je sais pas si on peut avoir l'anecdote de comment on peut faire une... Alors, moi, je ne suis pas du médical, et ça me paraît fou qu'on puisse faire une telle erreur. Les placentas remontent. Alors, Ah oui, voilà, Alors, ça j'allais dépend dire, à quel point il était, à quel niveau. instruisez-moi parce que je sais pas justement quelle est la mobilité d'un placenta, enfin la mobilité. Alors, il peut remonter un petit peu. Oui, mais il fait pas non plus Mais des kilomètres. il peut pas faire des kilomètres, le gars, tu vois. Donc, Avec ses petites pattes de mais ils placenta. peuvent remonter jusqu'à au moins 5 cm, je crois. Ah oui, c'est quand même conséquent, 5 Je crois que ça peut aller jusque-là. Ouais. Mais Et il faut que ça soit à une certaine distance, même si les bas, c'est pas gênant, mais il faut qu'il soit au moins à une certaine distance du col ok. pour pouvoir accoucher par voie basse. Sinon, forcément, ça obstrue le passage et c'est complication Ouais, je assurée, comprends bien. quoi. Et du coup, en fait, le gynéco me dit, mais vous avez jamais pu avoir un placenta prévia. Ouais. Ah oui, lui, il était sûr. Oui. Il m'a dit, il est Ils en ont haut, mal votre compris, placenta. quoi. Ouais. Ah oui, donc là, il a pas pu faire un demi-tour. Et donc, là, je t'avoue que moi, c'est l'ascenseur émotionnel, quoi. J'ai passé 1 mois à pleurer tous les jours parce que c'était tellement dur d'accepter. Et d'un coup, j'ai un autre avis médical qui me dit, ah mais non, pas du tout, tout va bien, Doumaya, c'est parti. Je voudrais faire une petite précision pour les personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas. Aussi, ce que ça implique une césarienne, c'est toi, dans ton histoire, tout ça. Mais c'est aussi que si tu veux un autre enfant, tu sais que c'est le deuil de la maison de naissance pour tous tes accouchements, à partir du moment où tu fais ça. Donc je pense que même si c'était pas le truc le plus important dans ton histoire, ça fait partie du lot des conséquences d'une césarienne, en France aujourd'hui en tout cas. Tout à fait. En tout cas, après tout ce que tu viens de nous raconter, tous ces accompagnements, tout ce que tu as pu déposer, partager ou pas, nous, on a fait le choix, en discutant avec toi, de parler particulièrement de ton premier accouchement. Est-ce que tu te sentais prête, à ce moment-là, d'aborder cet accouchement? Je me sentais prête à faire les choix qui me correspondaient. Je savais pas à quoi m'attendre, mais je savais ce que je voulais et ce que je voulais pas. Et ça, c'était important pour moi. Après, le jour de l'accouchement, bon, tu sais jamais. Enfin, je savais pas de toute façon ce qui allait m'arriver. Hein. Et du coup, depuis tout à l'heure, tu nous parles à quel point c'était des aventures géniales, à quel point tu as rencontré des sages-femmes géniales. Du coup, on est très curieuse que tu nous racontes un de tes récits. Du coup, on disait le premier. Est-ce que tu peux nous raconter la naissance de Paul? Alors, la naissance de Paul, c'était 19 août 2018, déjà, à 1h30 du matin. Et en fait, j'ai pas de mémoire là, tu vois. Je suis pressée qu'elle arrive. Ça tire, j'en ai marre. C'est le dernier mois, tout ça. Elle a été prévue pour le 20. Voilà, on va dire, on était d'un point de vue timing, on était bon. Et puis un jour, j'ai des contractions qui arrivent, tu vois. Et puis je me dis bon bah, c'est peut-être ça. Et puis on compte, c'est régulier. Ok, bah alors. On va se reposer. Eric a bien dormi. Moi, j'ai attendu patiemment. J'ai essayé de me reposer. Enfin, tu vois, on est resté au calme en tout cas. Et puis, on a contacté la sage-femme en lui disant voilà, là, on pense que ça commence. Qu'est-ce qu'on fait? On attend. Oui, on est bien là. Ok. Donc voilà, on reste un peu comme ça. Il est 16h. Et donc on se repose. Et puis je pense qu'il doit être 22-23h et là quand même je commence à avoir mal. Donc je prends un bain et là j'ai méga mal. On dit en général que ça apaise, ça n'a pas été le cas, quoi. Non.
Je prends un bain, là, j'ai méga mal. Et là, Eric, il appelle du coup la sage-femme et il dit bon, on arrive. On avait 45 minutes de route Ah oui. à ce moment-là parce qu'on habitait vers Albi. Et du coup, on prend la voiture et écoute, le trajet a été d'une horreur absolue. J'étais assise, je sais pas pourquoi en fait. Mais c'est là où tu te rends compte à quel point des fois, j'ai pas eu l'idée de changer de position. Ouais. Est-ce que tu avais la présence d'esprit pour changer de position aussi Tu sais, on a un Sûrement peu, pas. on a un Sûrement peu pas parce qu'en l'habitude de fait, j'étais, tu s'attacher, vois, de sur le dos. s'asseoir. Ouais. Mais moi, je me suis dit à quel point en fait aussi j'étais traversée par ce qu'on veut Oui. enfin ce qu'on nous transmet aussi, Ouais. tu vois. Et une femme qui accouche sur le dos. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis demandé s'il y avait pas de ça. Puis la prise de liberté dans la voiture, je trouve que c'est particulier aussi. C'est-à-dire, normalement, on est assis, normalement, on est attaché, c'est la loi, c'est le... Et du coup, sortir de ça, c'est aussi tout un truc, Ouais. hein. Et j'en entends beaucoup de gens, hein, dans des récits qui sont assis et qui disent... Il y en a qui disent, alors jamais je m'assois et ils prennent une autre décision. Parce que d'emblée, ils le savent avant, je pense, de rentrer dans la voiture. Tu vois, il y a un peu ce moment aussi. Ouais, je comprends. Mais tu vois, moi, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas eu cette idée-là, en fait? Et c'est quand j'arrive, la sage-femme qui me dit, ah, mais elle supporte pas les contractions quand elle est sur le dos, il faut qu'elle se mette autrement. Et là, dans ma tête, je me suis dit, mais grave, en fait. Tu vois? Idée de génie. Mais je me suis dit, mais pourquoi tu t'es pas dit avant? Parce que moi, j'étais comme ça, sur le dos, comme ça. Non, 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 mais parce Non, qu'il mais faut c'est voir drôle, l'imitation. c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et du coup, dans la baignoire, t'étais aussi dans cette position? Oui. Oui. Bon, bref, elle me dit ça. Et là, dans ma tête, je me dis, mais oui! Alors, je me lève. Et puis, il est minuit, je pense, quelque chose comme ça, tu vois, quand à ce moment-là, je me lève et puis je me mets les genoux par terre, les coudes sur le lit et je me mets en colère, quoi. Je me mets en colère, je tape sur le lit, je dis des gros mots. J'ai Eric en face de moi, Tout penaud. qui dit pas grand-chose, qui me regarde et qui se dit quand même, ah la pauvre, tu vois, un petit peu dans... À un moment donné, je lui chope la main et puis je le vois qui sort de douleur. J'ai envie de dire, non mais mon gars, t'as mal là? Et puis à un moment donné, la sage-femme, elle me dit, Amandine, c'est en bas que ça se passe, c'est pas dans ta tête. Et là, je me dis, ok, Deuxième éclair de ok. conscience. Et du coup, bah, j'arrête de dire des gros mots, de taper sur le lit et je ferme mes yeux et puis, il y a qu'une sage-femme encore à ce moment-là. La poche se rompt, j'ai le cercle de feu, la tête elle sort et Paul, 1 heure et demie, tu vois, après notre arrivée à Doumaya, elle était là, quoi. En fait, c'est vraiment le switch quand t'arrêtes Ouais. de t'énerver, en fait. De Voilà. penser, d'être C'est dans ça. la tête. Oui, voilà. Ouais, c'est plus dans ma tête et là et à un moment donné d'accepter aussi parce que je pense que tu sais j'avais aussi ce truc de bloquer un peu la contraction Mhm. et à un moment donné j'ai chanté Mm. bon en version accouchement hein, Ouais. t'as compris. Vocaliser. Oui, oui. Voilà et là bah du coup ça s'est enchaîné et mon bébé il est né et elle m'a regardé avec ses grands yeux noirs là et puis voilà quoi, c'était Paul qui arrivait par le milieu. Et après, bon, c'était intense parce que, en fait, mon premier accouchement, il a suscité pas mal de choses parce que, du coup, à un moment donné, j'ai perdu un peu, j'avais l'impression d'avoir oublié des choses. Donc, ça a été très frustrant pour moi Mmh. parce que contrôle plus, tu vois. Donc, j'aurais aimé me rappeler de plus de choses. Et en fait, je me rends compte qu'au final, j'avais autant de souvenirs que Eric, par exemple. Donc, ça va. Mais il y a eu aussi, tu sais, à un moment donné où du coup, tu perds le contrôle, tu lâches prise et pour laisser ton enfant venir, tu vois. Oui. Et là aussi, je pense que c'est une autre leçon de vie que t'apprends, Oui, c'est en tout sûr. cas pour moi. Et puis après, voilà, il y a ce bébé qui est là, qui est né. Il faut me recoudre, donc j'ai 2 points et tu sais, j'ai un truc où je me dis mais j'ai mal. Enfin, j'avais mal, j'ai mal et je vais encore avoir mal, tu vois. Et du coup, il y a une idée aussi où je me dis, mais quand est-ce que la souffrance s'arrête? Bon, elle s'arrête à un moment donné, mais ça, j'avoue que moi, j'ai trouvé ça long quand même. Et après, il y a la seconde sage-femme qui est arrivée. J'étais déjà avec Paul sur moi, tu vois. On était déjà en train de faire les premiers soins. Et moi, je me sentais
enfin, comme je te dis, déjà, j'ai eu une pensée, tu sais, pour toutes ces femmes qui ont déjà accouché dans le monde. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, bienvenue dans la team, hein. Et en même temps, je me suis dit que j'étais vraiment trop balèze, quoi. Une puissance, tu sais, le truc que tu ressens là de, en fait, je peux tout vivre, les gars. Ouais. Moi, j'ai accouché. Donc, il y avait aussi beaucoup de ça. Pour Paul, en fait, ce que j'ai appris, en fait, à pouvoir laisser l'espace et à savoir que j'étais capable. Parce qu'après, du coup, quand j'étais enceinte de Vic, tu vois, il y a eu cet épisode de Placenta Previa. Et Vic, elle est née le 27 décembre. Son terme estimé, c'était le 26 décembre. Donc, ça veut dire que le 26, j'ai eu un rendez-vous de contrôle qui s'est terminé avec une échographie à l'hôpital, avec la même sage-femme que j'avais eue quand j'avais eu mon placenta prévient. Oh, purée. Et que cette sage-femme finit par dire « Ah, mais il va falloir qu'on vous déclenche ». Et donc, moi, Elle t'explique pas pourquoi? Ou elle te dit une raison? Alors, ce qu'elle me dit, c'est que si ça avait été une autre personne, on l'aurait déclenché tout de suite. Sous-entendu parce que tu es en processus maison de naissance? C'est ça. Ok, Et que je tiens un accouchement physiologique. ok. Et il y a un docteur qui arrive et ce docteur commence par dire bah revenez lundi, on verra. On était samedi. Ouais. Donc je fais une échographie de contrôle. La sage-femme me dit que bah, si c'était une autre personne, on déclencherait tout de suite. Sous-entendu du coup que parce que je suis une personne qui veut accoucher physiologiquement. Il y a un docteur qui arrive et qui dit bon le placenta est un peu calcifié. On va peut-être revenez lundi. On verra. Et ils discutent avec cette sage-femme. Ils discutent tous les deux de moi sans me poser de questions à moi-même. Devant toi, du coup. Ils discutent à deux de moi, devant moi, sans me poser une seule question. Super désagréable comme situation, ça. Et c'est là où, tu vois, je me suis dit, mais j'avais raison d'avoir peur. Tu vois, il y a une part de moi qui me dit, mais t'avais raison d'avoir peur parce que là, tu vois ce qu'ils sont en train de faire, ils veulent décider pour toi sans même te poser la question. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un placenta calcifié? Donc, un placenta calcifié, c'est quand tu dépasses le terme, en fait, t'as ton placenta qui se calcifie. Je sais pas exactement ce que ça fait. Ça veut dire que il perd de sa vitalité, quoi. Ouais, voilà. Mais après, rien d'inquiétant, vu qu'il te dit quand même de revenir 2 jours après, il est pas non plus alarmiste. non. Mais Ok. il discute avec cette sage-femme et à la fin de la discussion, il me dit bon bah revenez demain matin. Ah oui, du coup, la discussion le fait changer de... Voilà, c'est ça. J'ai Ah attendu oui. il y a 5 minutes, vous me dites que je peux revenir lundi. Là, vous discutez avec elle parce que là, je suis en colère contre cette dame. Ah oui, là, je suis en colère contre cette dame. Et en plus, elle me dit, ah là là, vous allez me détester. Je dis, mais oui, je vous déteste. Et je déteste tout l'hôpital même. Parce que elle m'a rendu ouf, la meuf. Tu vois. À ce moment-là, il y a l'amalgame, tout l'hôpital. Mais c'est ça, vous allez me dire, mais oui, je vous déteste. Je dis, mais pourquoi vous lui dites ça? Enfin, tu vois, elle influençait le docteur, en fait, pour me déclencher le plus tôt possible. Ouais. En tout cas, Eric, il arrivait parce qu'il déposait le pôle, et il me rejoignait. Et pendant ce temps-là, si tu veux, je suis seule. Et Eric arrive après. Ouais, okay. Eric arrive après. Je me dis, il va me déclencher. Et là, il comprend pas. Donc, tu vois, on sort de l'hôpital avec un rendez-vous le lendemain à 8h pour me déclencher. Oui, donc c'est validé. Parce qu'en plus, c'est validé, c'est-à-dire que... Et vu que c'était le week-end. Ce qui est compliqué, c'est que, et je pense que ça fait partie aussi de ce qui a été difficile pour moi, c'est de m'imposer. Bah oui. D'imposer ce que moi j'avais besoin et de leur faire entendre que c'était pas possible pour moi. Et tu vois, ça n'a pas été possible. Ce qu'il y a pour moi, c'est que j'ai pas confiance en la justice et j'ai pas confiance en les docteurs. Ouais. Donc quand il y a, je t'avoue que quand il me dit j'ai un placenta qui se calcifie, je le crois pas. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Parce que surtout que... Mais surtout que quelques mois avant, voilà ce que j'allais dire. Oui, t'es dubitatif. Donc en fait, ils peuvent me dire ce qu'ils veulent, moi je les crois pas. Moi, je les crois pas et au contraire, ils me provoquent plus de colère qu'autre chose, tu vois. Mais bon. Et je suis en colère parce qu'en fait, si tu veux, moi j'ai l'impression de me laisser subir une situation. Peu importe. Pourquoi? Dans tous les cas, je subis une situation. Ouais, c'est sûr. Et ça, pour moi, il était hors de question. Tu vois que je me laisse encore faire ça. Et là, je suis en colère contre ces docteurs parce qu'en fait, ils me poussent à reprendre cette position-là, tu vois. Et ça m'énerve très fort.
Donc je sors de là, je pose mes fesses dans la voiture, j'ai des contractions. La colère. Et du coup, j'appelle ma sage-femme, je dis bon, écoute, ils m'ont dit ci, ils m'ont dit ça. Là, j'ai des contractions. Elle me dit ok, on attend. On a jusqu'à demain 8h du mat. Donc en gros, il fallait que j'accouche. Et il était quelle heure là? Il était 17h. Ah oui, Une bonne, purée, je sais pas pourquoi dans ma tête c'était le matin, mais en fait non, du coup ouais, il te restait la nuit. une Quoi. nuit, quoi. Ah oui, parce qu'ils avaient pas voulu me laisser bien plus, tu vois. Hmm. Et que les déclenchements, apparemment, ça se fait le matin. Ils ont une heure, il faut respecter leur heure. Donc, j'ai des contractions, mais mes contractions, elles partent, elles reviennent, elles partent, elles reviennent, elles partent, elles reviennent. Elles s'installent pas, tu vois. Donc moi, Parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est pas que t'aies comme ça, accouché avant 8 heures, c'est que on puisse déclarer que oui, en effet, c'est en cours et Voilà. tout va bien. c'est ça. Uhum. Et en fait, ça reste comme ça part, ça vient, ça part, ça vient. Et moi, j'ai besoin d'être ici, en fait. Donc, j'appelle ma sage-femme. Ouais. J'appelle ma sage-femme et je lui dis, écoute, j'ai des contractions, je suis encore bien là, mais j'ai besoin d'être à Doumaya. Elle me dit, ok, bah, on vient. Donc, on se met à Doumaya, et puis je danse, je fais du ballon, enfin bref, je fais mille et une choses en fait pour essayer de faire en sorte que les contractions s'accélèrent. Ça marche pas. Et en fait, j'en viens, il est 7h du mat, j'ai pas dormi parce que du coup j'ai tout donné toute la nuit pour pouvoir accoucher, j'ai toujours pas accouché. Ma sage-femme m'a dit bon, on fait quoi? Tu veux qu'on aille sur le plateau technique du coup, je peux être avec toi pour accoucher ou tu tentes le tout pour le tout, tu restes ici et si t'as pas accouché ce soir, je te transfère. J'ai dit bah. Elle te laisse une journée du coup. Elle me laisse Ok. la journée. Qu'est-ce qui se passe du coup? Je suis curieuse au niveau légal. Si tu vas pas au rendez-vous à 8h du mat. Elle appelle, elle a appelé l'hôpital en disant bah voilà. Les contractions sont en fait avec l'hôpital, c'est pas légal, c'est on va dire ce que l'hôpital est prêt à accepter ou pas. Ok, d'accord. Et ils travaillaient bien ensemble en fait. Les mamans partenariat. Ouais. Hmm. Ça posait pas de soucis particuliers pour Albi. Ouais, c'était sa charge aussi, quoi, à ce moment-là. J'imagine qu'elle le prenait du coup sous sa charge. Et Oui. Ah, peut-être, Ça c'est sûr, c'est elle qui prenait Ouais, la ça. responsabilité. Oui, c'est ça. Et donc elle me dit bon écoute Amandine, là il faut que tu te reposes. Donc elle me dit si t'as pas accouché ce soir, je te transfère. On est ok. C'est bon, je reste à Doumaya. Je vais pas accoucher à l'hôpital. Au pire, c'est ce soir, mais ça me laisse encore du temps, tu vois. Et donc je m'allonge et elle vient boire un café avec Eric à la cuisine. Et là, j'ai une contraction de l'espace. Je me lève, je me mets les genoux par terre, les coudes sur le lit. Deuxième contraction, je suis au bout de ma vie, je pleure. Troisième contraction, quatrième contraction, Vic, elle est là. Elle est née dans sa poche. Ah. Et ils ont juste eu le temps d'arriver en fait. Et Vic, elle est née comme ça, tu vois. Du coup, c'est ça les bébés nés coiffés? Ouais. Oui, c'est un bébé décoiffé, ouais. C'est un bébé coiffé. Mais du coup, elle est pas sortie en entier avec sa poche. Elle est sortie. Alors, elle a sorti la tête, c'est ça? Avec c'est pas jusqu'à ses genoux. Ah oui, quand même. Ouais. Après, c'était un gros bébé de 4 kg 450. Oui, mais du coup, elle aurait pu percer la poche des os. Du coup, en passant. Non, c'est fou. Ouais. Et moi, ça m'a paru dingue aussi cette histoire, tu vois, parce que je me suis dit, c'était un accouchement fou parce que c'était d'une rapidité folle. Et en même temps, je me suis dit, mais tu vois, t'avais raison de te battre aussi. Ouais. Et parce qu'en plus, tu Elle vois, est née à quelle heure, du coup? elle est née à 8h moins le quart. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Elle est pas née à 8h. Du coup, c'était vraiment... Elle est née à 8h moins le quart. Et du coup, là, ça, je peux appeler. Bon, bah, ça y est, c'est bon, elle est née, hein, on va pas venir. Et moi, je me dis, j'y ai échappé. Tu vois, c'était un peu le ressenti. Oui. Et donc, voilà, ça m'a permis, ça aussi, tu vois, de me rassurer aussi dans ce que mon corps était capable de faire. Parce que pendant la grossesse de Vic, j'avais été quand même assez ébréchée dans mon rapport au corps. Parce que autant pour Paul, tu vois, je me disais, purée, mais ton corps, il est génial. Il sait faire ça et c'est fabuleux. Tu vois, ça se rassemble, comme je disais, et ça se sublime. Ouais. Autant Vic, tu vois, pendant la grossesse, j'ai eu l'impression que mon corps, il me lâchait totalement, que j'avais plus du tout de contrôle dessus et que du coup, c'était une angoisse qui m'envahissait à nouveau parce que tu perds le contrôle de ton corps.
et que c'est d'autres personnes qui viennent décider pour toi. Et là, j'ai eu l'impression que de faire une espèce de grosse rechute en postpartum, encore plus en fait que ce que j'avais eu folle, tu vois. Oui. Pour Vic, là, je me suis dit, mais enfin, ça avait été assez difficile après aussi, parce que ils avaient ébréché ma confiance en fait, Oui. et mon existence en fait, mon pouvoir de décision, qui pour moi touchait du coup à quelque chose de traumatique. Et puis après pour Billy, là c'était une grosse, enfin ça a été beaucoup plus fluide dans le sens où j'étais avec des sages-femmes qui me connaissaient depuis 5 ans, qui connaissaient mon histoire aussi, et que je connaissais aussi personnellement parce que comme je suis au conseil d'administration de Doumaya, j'avais pu vivre d'autres choses que le suivi de grossesse avec ces sages-femmes. Ouais. Tu t'es engagée après quelle grossesse? Après Paul. D'accord. Oui. J'ai fait une pause en fait après Vic parce que ça a été très difficile. À ce moment-là, il y a eu plein de choses qui se sont un peu entrechoquées et j'ai eu besoin de faire du vide en fait. Je m'avais trop. Et après, je suis revenue. Oui. Te revoilà parmi nous. Voilà. Et mais du coup, voilà, pour Billy, cette grossesse, si tu veux, j'avais pas besoin de dire grand-chose parce que elle savait déjà et que la pratique qu'elles ont, elle est déjà en adéquation avec mes besoins. Oui. C'est-à-dire que est-ce que je peux toucher ton ventre? Oui. Est-ce que, tu vois, c'est des choses simples, mais c'est l'essentiel en fait. Oui. Pour se sentir existé et respecté. Et là, du coup, voilà, c'était une évidence. Enfin, tu vois, la question de mes traumas, elle s'est même pas posée à ce moment-là. Il n'y a pas eu besoin. On en a parlé parce que justement dans les entretiens qu'ils font, ça fait partie des choses qui sont demandées, mais c'est pas un sujet. Oui. C'est un peu un décalage parce qu'au début ça devient un besoin. En fait, au début c'est un besoin vital et à ma troisième grossesse, c'est plus un sujet. Tu vois, c'est là où ça se transforme aussi quand même. Et puis après voilà, c'est pour Billy, c'est encore un autre accouchement, tu vois, mais ça m'a appris la patience. Et T'as eu un accouchement long? ouais, pour moi. Oui, j'entends. Voilà. Parce que Billy, ouais, du coup, j'ai commencé à avoir des contractions, tu vois, le matin, ça a commencé et à 16h là, je commençais à avoir mal. Donc on a dit bon bah on arrive à 17h, on était à Doumaya et elle est née à 23h et j'avais des contractions longues Ouais. et lentes. Et en fait, Billy, elle bougeait, je voyais mon ventre qui bougeait. Et je disais à ma sage-femme, j'y mets purée, pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça s'emballe pas? Regarde, je suis là. Je lui disais, mais regarde, je suis là. Mon cerveau, il reste. Et oui, c'était toi, ça. Et elle me disait, mais bon, chaque histoire est différente, chaque enfant est différent, chaque accouchement est différent. Et du coup, voilà, Billy, ça a été, j'ai senti du coup toutes les étapes, tu vois, de la descente. C'était très doux en même temps parce que j'ai pas eu des grosses douleurs, tu sais. Après Paul et Vic, j'avais l'impression d'être passée sous un camion, mais littéralement, tu vois. Ouais. Et parce que j'étais broyée, enfin, tu vois, Ouais. ça broie quand ça vient tout d'un coup que ça prend tout. Et Billy, c'était doux. Et la récupération, tu vois, j'ai pas eu l'impression d'être passée sous un camion. C'était plutôt calme. Ouais. Comme récupération. Et l'accouchement aussi, il était doux au final parce que je l'ai filmé. C'est le premier accouchement que je me sentais, que j'ai Ah oui, filmé. Et quand tu vois la vidéo, c'est vrai, tu vois, c'est vraiment une ambiance. Moi, j'ai l'impression que c'était. Et en fait, pas du tout. C'est très silencieux. Mais du coup, tu vois, après, il y a Billy, cet accouchement-là, et ce suivi-là, tu vois, tout devient un peu une évidence, en fait. Et à sa juste place, en fait. Et c'est là où j'ai commencé à me dire qu'en fait, il faut que j'arrête de vivre, il faut que j'en fasse une force de cette expérience, c'est pas une faiblesse.
Du coup, tu nous as parlé de tes 3 accouchements. Tout début, tu nous as parlé de Eric qui s'est fait broyer la main et que t'as remis à sa place, plus ou moins. En tout cas, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces interventions lors des 2 autres accouchements, notamment? En fait, j'ai pas trop de souvenirs. Ouais. Eric, après il y a un truc, c'est que quand je suis en travail et que j'accouche, je supporte pas qu'on me touche. Ouais, c'est ce que j'allais te demander aussi, ouais. Et même, c'était pour Billy aussi, il y avait une étudiante sage-femme. Et en fait, c'est mon premier accouchement où il y avait aussi la seconde sage-femme qui était là pour l'accouchement. Celui Parce de que Billy, c'est ça? Ouais. elle était arrivée à temps. Oui. Et du coup, j'avais 3 personnes dans la chambre et ça faisait beaucoup pour moi. Ouais. Et c'est là où j'ai senti aussi, un de mes Radar. radars s'allumer Ouais. parce qu'en fait, j'étais, en travail en train d'essayer de vivre mes contractions, tu vois? Et j'avais la stagiaire qui était, derrière moi. Je la Ouais. voyais pas Ouais. et ça me mettait, en insécurité, Ouais. plus. Mais, j'ai réussi à le dire, tu vois? Ouais, Et je lui ai demandé de pas se mettre derrière moi, il fallait que je la voie. Ouais. Et après je lui ai demandé, en fait, j'ai demandé à ce que je sois seule, parce que sinon c'était, je me sentais, observée, c'était un peu difficile. Ouais. Donc t'as pu l'exprimer, ouais. Mais j'ai pu le dire et c'est là aussi où je me suis dit, tu vois, petit à petit, en fait, ça semble un détail, mais pour moi, c'est important. Ouais, c'est pas un détail. Ouais, mais Parce que de ça, mine de rien, il y réussir a à eu peu dire d'années oui. entre chaque accouchement et du coup, c'est quand même une grande force d'être capable de l'exprimer à un moment. Oui, je me suis dit qu'en tout cas, voilà, c'était bien que j'y arrive. Ouais. Et après, du coup, Eric, dans ces cas-là, ce qu'il fait, lui, tu vois, du coup, vu qu'il est arrivé, c'était un peu, il l'a vu sortir, quoi, mais Mmh. il a pas pu faire, plus, quoi. Mmh. Et après, pour Billy, du coup, je le voyais, lui, ce qu'il faisait, c'est que il m'a préparé le bain, il a préparé les affaires, enfin, tu vois, c'est un petit peu plus logistique, quoi. Et Ouais. après, moi, je sais qu'il est là, donc Ouais. c'est aussi important pour moi. Mmh. Mais je t'avoue que c'est pas, j'ai pas besoin, comme déjà je supporte pas qu'on me touche, Mmh. lui, il s'occupe de ce qu'il y a autour, quoi. Mmh mh. Ouais. Ce que je comprends. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous résumer sur les 3 accouchements? De ce que j'ai compris, ça a pas été, les mêmes, types de postpartum, mais tu as parlé un petit peu déjà de Paul et de Vic, Mmh. mais pas encore de l'après, accouchement de Billy. Est-ce que tu veux nous parler un peu de comment c'est, ce retour à la maison qui est un retour du coup précoce en maison de naissance? Et donc quelques heures en général, après, l'accouchement et surtout à une reprise, du quotidien, après, ces folles aventures et le résultat de toute ton histoire aussi, quoi. Mmh. Le retour, enfin moi, je connais que ça, hein, du coup, Oui. et ça me permet de pouvoir me reposer au maximum, très rapidement et de pouvoir être, de faire famille et je trouve que on est tout de suite dedans, quoi. Oui. On est tout de suite une famille, il y a pas de laps de temps comme tu pourrais avoir si tu fais un séjour à la maternité, par exemple. Mais après moi c'est ça qui me va aussi. Oui. C'est d'être chez moi et de pouvoir manger ce que je veux. Très, très important pour Oui. moi. J'imagine. Et du coup, ça permet aussi ça. Donc, à chaque fois, les postpartum, je me repose au maximum, hein. Mmh. Je suis allongée la plupart du temps et j'ai Eric, qui gère, repas, enfin qui gère tout le reste en fait, hein. Moi, je peux me focaliser sur mon bébé et répondre enfin de pouvoir me soigner, de pouvoir, prendre soin de mon bébé, de pouvoir, faire, ce dont j'ai besoin, quand j'en ai besoin. Enfin, dans les grandes lignes, quoi. Oui. Avec Avec un 3 bébé. enfants et un Ah oui, bébé. oui, c'est grave parce qu'après, oui, après quand t'as 2 enfants, après ça change parce que c'est vrai que du coup, au deuxième et au troisième, ton compagnon, il est vachement moins dispo, quoi. Ouais. Mais il l'est quand même. Moi, je trouve que, tu vois, il gère quand même bien son affaire. Dans le sens où, il s'occupe des filles et il s'est occupé de moi aussi, tu vois? Ouais. Et du coup, on sait qu'après l'accouchement, il y a un rapport au corps qui peut être particulier Ouais. suivant les femmes. Est-ce que tu nous parlerais un peu de ce que ça a été pour toi? C'est très compliqué. Je sais pas si c'est très compliqué, mais après Paul, en tout cas, j'ai mis, un moment à retrouver une libido.
tout simplement. Ouais. Mais j'étais encore dans le truc où, tu sais, on est censé, les femmes, retrouver une vie sexuelle après un bébé. Enfin, tu sais, dans les clichés dans les clichés, sociétaux, ouais. quoi. Ouais. Et donc, il m'a fallu cheminer aussi pour m'extraire en fait de ce schéma-là et d'accepter que ma temporalité à moi. Et après, dû à mes traumas et aux violences en tout cas que j'ai subies, si tu veux, ça me refait un gros boom dans la tronche, quoi. Ouais. Violent. Enfin, c'est violent à recevoir et ça me le fait à chaque fois. Ouais. Donc là, tu vois, par exemple, pour Billy, j'y suis encore. De façon différente à chaque fois, sur différents points, Ouais. mais j'y suis à chaque fois. Et ça me... Tu vois, ce qui se passe pour moi, c'est que j'ai beaucoup de réminiscences, c'est-à-dire que je revis beaucoup de scènes. Ouais. Je ressasse beaucoup. J'ai beaucoup d'angoisse, notamment pour mes filles. Enfin là, tu vois, tout ce qui est pédocriminalité, ça prend un espace dingue dans ma tête parce que j'ai peur pour mes filles, énormément. Et ça, à chaque fois, ça a des conséquences quand même. Enfin, tu vois, c'est pas des simples angoisses. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut pas me toucher. Ou faut le faire dans certains contextes d'une certaine façon. Et il faut vraiment, enfin, tu vois, il y a des choses un peu comme ça où c'est une angoisse qui a une conséquence dans le réel. Parce que des fois, c'est juste un truc dans ta tête et c'est tout. Là, moi, ça a des conséquences parce que là, tu vois, il y a des choses que je me suis racheté une bombe lacrymo, tu vois. Ouais. Après Billy, j'ai eu des angoisses. J'habite à la campagne. Oui. Campagne, d'accord. Oui. Rationnellement, je n'ai personne. Enfin, je sais que je risque rien. Ouais. Je sais que si je vais marcher là, je risque rien. Je suis pas en danger. Rationnellement. Mais moi, j'étais avec Billy et j'ai eu peur. J'étais dans la campagne, j'ai eu peur qu'on me suive. Je me suis retournée 20 000 fois. J'ai eu un sentiment. Mais c'est terrible en fait. C'est terrible à vivre parce que tu te dis que ça se termine jamais, potentiellement. Mais te revivre, tu sais, ce sentiment d'insécurité où potentiellement t'es en danger, où ta vie est en danger et en plus t'es avec ton bébé. Ouais, la Et tu te vulnérabilité. dis, tu peux pas en fait. Et du coup, je me suis arraché une bombe lacrymo parce que parfois on a besoin d'avoir des substituts pour des se sentir plus en sécurité. Donc là, tu vois, c'est ce que j'ai fait. Mais c'est pas moins facile. C'est pas moins facile. Mais parce qu'après, tu vois, voilà. C'est ça qui est compliqué pour moi, c'est que ça remet en jeu j'ai envie de dire que c'est un réflexe en fait maintenant, tu vois. C'est des systèmes de défense en fait que ça vient déclencher, quoi. C'est ça. Et je pense que ça, pour moi, j'ai l'impression que mon hypervigilance aussi, elle est due à ça. C'est-à-dire que ça fait 6 ans et demi que je suis en hypervigilance et que j'arrive difficilement à la faire baisser. Donc je suis très fatiguée. J'imagine. Et du coup, parce que là tu parles donc de toute cette tempête que ça a créée en toi, est-ce qu'il y a eu des gens pour t'accompagner? Est-ce que la maison de naissance a fait quelque chose pour aider à ça, notamment parce que tu parles du postpartum? Comment ça s'est déroulé pour Bah du coup en fait à chaque fois je dépose à une sage-femme que par exemple la dernière fois pour Vic, après Vic, c'était les phobies d'impulsion. J'avais énormément de phobies d'impulsion. Et c'était un peu compliqué. Et donc la sage-femme elle m'a dit, Amandine, là il faudrait que tu penses à consulter peut-être pour te faire accompagner parce que ça devenait problématique. Ouais, pour ceux qui savent pas, une phobie d'impulsion, du coup, c'est une pensée intrusive où on a tendance à faire du mal à notre enfant dans le cas que tu présentes. Enfin, j'imagine. Bon, c'est ce que je sais des phobies d'impulsion. Et souvent sans passage à l'acte, mais c'est des angoisses qui t'envahissent, des espèces de visions qu'on a où on fait du mal à notre enfant et qui nous envahissent parfois toute la journée, plusieurs heures dans la journée. D'ailleurs, on parle, je crois, de pathologie quand ça prend plus d'1 heure dans une journée. Ouais, c'est ça. Il y a une espèce de répétition. Et si dans la répétition, je sais plus le nombre, mais voilà, il y a quelque chose qui se quantifie. Ouais. Après, moi, je me voyais pas moi faire du mal à mon bébé, mais qu'il leur arrive quelque chose ou que des personnes extérieures. C'est le plus fréquent, mais oui. Mais oui. C'est les sages-femmes qui dans ces cas-là me soumettent, me donnent un conseil en fait. Ou me donnent un petit peu plus de
c'est une écoute en fait. Ouais. C'est-à-dire que tu La vois, bienveillance, j'ai quoi. pu leur dire que ça allait pas, j'ai pu leur dire que je me sentais que c'était dur, que ça me parasitait. Moi, j'utilise beaucoup ça, c'est parasiter. Ouais. Ça me parasite en fait. Ouais. Mais on parle de pensée parasite aussi, ouais. T'en parles au présent. Et d'ailleurs, tu disais que tu y étais encore, donc tu vois encore les sages-femmes, notamment pour en discuter? Alors là, non. Ouais. Mais quand j'ai pu les croiser, j'ai pu leur déposer ce que j'avais à déposer Ouais. et elles ont pu me rassurer aussi parce qu'en fait, c'est ça qui se passe depuis 6 ans et demi. C'est-à-dire Ouais. que c'est des sages-femmes que je vois et qui me rassurent en fonction de ce dont j'ai besoin à un moment donné. Tu vois? Ouais. Et donc, c'est pas forcément, si tu veux, c'est pas forcément en lien direct avec mes traumas, mais c'est tout ce que je peux traverser dans ma Oui. maternité parce qu'en fait, si, tu vois, je passais une phase où Vic, elle hurlait énormément. Elle hurle encore toujours, mais tu vois? Mais elle a Pardon. 4 ans. C'est ce truc où, tu sais, tu t'en peux plus et c'est dur et tu vois, j'en discutais avec une sage-femme là, il y a quoi? Il y a 1 mois et elle me disait: «Mais» et moi quand j'avais Paul, sa petite avait l'âge de Vic et je me rappelle de dans quel état elle était et elle me dit: «Mais tu te rappelles, moi aussi j'ai traversé ça et après ça passe» et tu vois, je pense que c'est au-delà de l'accompagnement, sage-femme patiente, c'est aussi, ta team, en fait. Ouais. C'est la team que tu peux trouver, des personnes qui, tu vois, avant le CA, on discute un petit peu, machin, et puis c'est 3 mots, mais c'est 3 mots qui viennent te remplir ton cœur et te donner un petit peu plus de, Ouais. et puis te rebooster un peu, quoi. Ouais. Avant le conseil d'administration, ouais, des associations, quand on Oui. se réunit, je recontextualise pour les gens puisque du coup, tu fais partie de l'asso. Tout à l'heure aussi, tu parlais de la relation de femme à femme, en fait, que tu peux retrouver en effet dans les ateliers ou dans les autres femmes qui s'investissent dans les maisons de naissance. Mais en effet, dans ces moments où quand tu n'es plus en suivi de grossesse, mais où, pour diverses raisons de conseil d'administration, de réunion quelconque, tu peux aussi avoir finalement des échanges C'est ça. absolument hors consultation et hors Ouais. suivi de grossesse ou postpartum avec même des sages-femmes qui, comme tu dis, sont des femmes qui, des fois, ont eu des enfants et sont passées aussi par ces phases-là, finalement. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi, ces 3 accouchements, ces 3 moments, postpartum, grossesse, enfin tout inclus, en quoi ces 3 expériences, de maternité ont marqué un tournant dans ton parcours de guérison? Grosse question. J'ai envie de dire que ça a tout terminé, quoi. Enfin, Ouais. c'est quand le 1er mot la première phrase qui m'est venue, tu vois, ça m'a tout fait. Mmh. Mais et après t'as dit: «Bon, il y avait tout un chemin derrière, machin, blablabla» et c'est vrai aussi, parce que ça tombe pas de nulle part et que c'est aussi parce que j'ai mis en place plein de choses que j'ai pu aussi, transformer tout ça, mais j'aurais pas pu transformer sans Doumaya. Mmh. Enfin, tu vois, il y a quelque chose, et parce que, par cette expérience qui est de l'ordre de l'intime, de l'exceptionnel, de la naissance de tes 3 enfants, enfin, tu vois, c'est l'expérience la plus unique, que je vais vivre dans ma vie, la naissance de chacune de mes filles, tu vois? Et de me dire que dans ces moments-là, en fait, j'ai pu, rencontrer des gens qui étaient dans une écoute, une bienveillance et un respect entier, qui m'ont permis, moi, d'être actrice, respectée et puissante. Je pense que, tu vois, ça me permet, je peux juste me dire que si je me sens transformée aujourd'hui, c'est parce que j'ai rencontré Doumaya. Je pense que j'en serais pas là sinon. Ouais. Et sur quoi? C'est difficile. Je pense que si, d'avoir cet espace de sécure, en fait. Mmh. Oui, ce que tu disais au tout début, en fait, sa sécurité Ouais. physique, certes, par rapport à ce que tu as vécu, mais oui, émotionnelle, affective, tout ce que ça englobe, de quitter en entier. Ouais. Tant que personne à part entière et que t'es reconnue. Mmh. Tu parles, de Doumaya et tu parles pas des sages-femmes et je trouve aussi ça intéressant. Enfin, tu dis pas, les sages-femmes, tu dis Doumaya comme une entité, un peu comme quelque chose de plus, complet
Et tout à l'heure, tu nous parlais donc que tu faisais partie du CA, tu nous as parlé que tu avais fait quelques rencontres aussi, mais on n'est pas rentré forcément dans le détail, mais on se demandait du coup, donc Doumbaya a une forme associative avec des parents qui sont actifs aussi. On se demandait si tu pouvais nous parler un peu peut-être de la place que toute cette activité annexe a pu prendre peut-être, que ce soit dans tes grossesses, accouchement suivi, le fait que tu aies été active ou les gens que tu as pu y rencontrer, enfin, ou les activités que tu as pu y faire. En fait, quand j'étais enceinte, après j'ai un engagement associatif, je pense qu'il fait partie un peu de ce que j'aime vivre dans ma vie de façon générale. Et quand j'étais enceinte de Pau, je me suis dit, en fait, moi je veux bien participer à cette vie-là, donc la vie associative de Doumbaya. Et en fait, ça a pris du sens parce que c'était un projet qui avait besoin déjà d'être soutenu. Il y avait du besoin. Du coup, c'était pendant que tu étais enceinte que tu as voulu t'investir ou juste après Juste après. En fait, j'ai commencé, c'était à l'AG, j'étais enceinte. Donc je suis arrivée après l'AG, donc c'était Paul, elle avait 6 mois. Ok. Et en fait, il y avait des représentants des usagers qui partaient. Et donc voilà, j'ai voulu m'engager dans la vie associative parce que je me suis dit qu'en fait, toutes les femmes devraient pouvoir connaître en tout cas Doumbaya et avoir le choix en fait de là où elles accouchent. Donc je me suis dit, c'est un projet qui me parle, moi je veux participer quoi. Ouais. Et puis après, c'est de là où aussi, il y a d'autres choses qui ont pu se créer. Et moi, ce qui m'a fait du bien aussi, c'est que du coup, en étant dans ce contexte-là, j'ai pu rencontrer d'autres mamans qui avaient des enfants du même âge et avec qui on pouvait traverser sensiblement quand même les mêmes choses. Ou sans traverser les mêmes choses, d'avoir en tout cas une oreille et d'être soutenu, et de faire un petit peu corps en fait dans cette période qui est quand même complexe. Et puis après, j'ai continué et je me suis battue aussi pour Doumbaya parce qu'on est passé par des phases où il a fallu dire pourquoi c'était important que ça existe et donc j'ai accompagné, on était côte à côte dans cette période-là avec les sages-femmes. C'est pour ça que je dis Doumbaya parce qu'en fait, c'est Doumbaya, mais c'est toutes les sages-femmes qui ont participé à la vie de Doumbaya, toutes celles qui ont commencé, qui sont parties ou celles qui ont fait un temps de vie à Doumbaya, enfin tu vois tout ça, c'est aussi grâce à elle que ça existe. Et donc voilà, c'est important pour moi de vrai à leur côté. Ouais. Je comprends. Et du coup, pour résumer un peu, aujourd'hui, quelle place occupe ce lieu dans ta vie et quelle est la relation avec les sages-femmes qui t'y ont accompagnée? Alors moi aujourd'hui, je suis coprésidente de Doumbaya. C'est important pour moi. J'ai besoin, je pense, de garder un lien avec Doumbaya. En tout cas, sans parler de lien, d'œuvrer pour Doumbaya. Parce que ça me semble encore tellement important de pouvoir faire en sorte que ça continue d'exister, parce que je pense qu'on en est quand même là encore. Donc, c'est important pour moi de pouvoir combattre encore à leur côté, parce que je pense que c'est un combat, quand même. Et puis après, il y a une relation affective aussi. Je vais pas faire comme si elle existait pas. Elle existe. Doumbaya, je l'aime d'amour et j'aime toutes les sages-femmes qui travaillent à Doumbaya et ça sera comme ça toute ma vie, je pense, tu vois. Et j'ai une espèce de reconnaissance éternelle et sans limite pour les sages-femmes d'ici. Maintenant qu'on a brassé toute ton histoire et qu'on connaît ton rapport particulier donc à ton corps, à ton lieu, à tes enfants et à toute cette vie singulière qui est la tienne, en regardant ton parcours, comment tu vois l'importance de l'autonomie et du respect du corps de la femme dans le processus de guérison après des traumatismes? Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on puisse encore poser la question. Donc, tu vois, pour moi, ça devrait pouvoir... Je pense que de fait, en fait, il faudrait qu'on puisse vraiment modifier notre façon de faire pour que on n'ait pas besoin de le demander, que ce soit quelque chose d'acté et de naturel en fait. Et Ce que tu disais tout à l'heure, que ça puisse être juste un parcours, quelque chose dont on parle. ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, une femme qui a vécu des violences et une femme qui a pas vécu de violence, je suis pas sûre qu'elles aient pas besoin, chacune, d'avoir un sentiment de sécurité, de se sentir respectée et à l'écoute. Oui.
Je pense que c'est le lot de tout le monde, c'est juste que ça se place à des niveaux différents, dans des zones différentes. Et que l'écho peut être différent aussi. C'est ça. Mais en effet, je pense que c'est des besoins universels pour le coup. Même au-delà de la femme, en vrai. Non mais tout être. Ouais. Maintenant que tu nous as parlé de ce parcours avec toutes ces naissances, parce qu'il y en a quand même eu 3 au passage dans toute cette histoire, est-ce que tu pourrais nous redéfinir ce qu'est une maison de naissance pour toi? Une maison de naissance, c'est, j'ai envie de dire que c'est la maison de mes filles, c'est ma maison. C'est une maison où il fait chaud et bon. C'est chouette. C'est très chaleureux. Et est-ce qu'il y aurait un message que t'aimerais adresser aux femmes qui, après avoir subi des violences, quelles qu'elles soient, physiques, psychologiques, sexuelles, redoutent le contact physique, dont on a parlé à plusieurs reprises dans ta situation, et notamment dans le cadre du suivi de grossesse et de l'accouchement, parce qu'on sait qu'on peut particulièrement redouter ça à ce moment-là, vu que ça se passe dans notre corps et dans les parties les plus intimes et profondes de notre corps. Je pense que déjà, j'aurais envie de leur dire qu'on a le droit, parce que souvent, on se dit qu'on doit prendre sur soi. Et en fait, on n'a pas à prendre sur soi, parce qu'à un moment donné, on a le droit de poser des besoins, des limites. Donc, je dirais que déjà, elles ont le droit d'avoir des besoins, de les dire, et que faut être à son écoute, en fait, au maximum. Et je leur souhaite, en fait, c'est plutôt, j'ai pas des conseils, je leur souhaite surtout de trouver de la paix et un endroit assez sécure pour qu'elles puissent se sentir libres d'être ce qu'elles sont, avec leurs blessures et sans blessure d'ailleurs. Je souhaite juste à toute femme de trouver un endroit paisible pour pouvoir enfanter. C'est ce qu'on peut souhaiter de meilleur à tout le monde. Et avant de nous quitter, est-ce que tu aurais une astuce à partager pour les personnes qui nous écoutent, pour le coup de manière plus globale, et qui se préparent à un accouchement physiologique? En vrai, là, on peut être aussi dans du très pragmatique. Hein. Par exemple, ne pas oublier des... C'est des trucs bêtes, mais c'est vrai. C'est la base. Ouais, non, mais des fois, Bon conseil. tu bloques, tu sais pas pourquoi, mais tu bloques. Et respirer, et puis après, moi, je me dis toujours, fais ce que t'as besoin, fais ce qui te fait plaisir. Ce que je me dis à chaque fois, c'est qu'est-ce qui va me faire plaisir après. Et ça, je pense que ça m'aide quand même. Et du coup, en règle générale, je me prépare tout, parce que je mange pas pendant le travail, j'ai pas faim. Mais par contre, après, qu'est-ce que j'ai la dalle. Et là, je me prépare un plat qui me fait trop plaisir, un truc que j'ai réfléchi pendant des mois. Qu'est-ce que je vais manger après mon accouchement? Et je m'en rappelle, tu vois, là encore aujourd'hui, de ce que j'ai mangé. Et il y a des choses, voilà, ça, la nourriture. Prévoir la nourriture qui me fait du bien pour après. On peut comprendre, parce qu'en plus c'est éprouvant, donc ton corps a besoin d'énergie. Et ça peut être bien ça. Ouais. La parfaite cerise sur le gâteau de l'accouchement. Tu te dis, tu vas traverser, mais tu vas traverser quoi. Et après, quand t'es arrivé sur l'autre rive, j'ai même la délicieuse cerise du gâteau. Là, tu savoures. Et je me rappelle, tu vois, il y a les trucs que j'ai mangés après l'accouchement, ils ont plus jamais le même goût. Ah oui. Mais c'est décevant quand même. C'est un peu triste tout. Mais tu sais, t'as ce goût du plat d'après ton accouchement. J'adore. En tout cas, Billy, je vais faire un long laïus et après on coupe. Tu vas être libérée. Merci beaucoup en tout cas, Amandine, d'avoir été avec nous, de nous avoir partagé toute ton histoire. C'est très courageux, important et inspirant pour nous que tu puisses faire ça. Comme tu dis, en plus, ça a fait quelque chose dans ton processus, si j'ai bien compris, d'avoir pu déposer aussi cette histoire ici. Et c'est touchant pour nous. On est honorés d'avoir recueilli ton témoignage et tous les témoignages comme le tien ce mois-ci, qui sont sous cette thématique un petit peu complexe, mais qui, on espère, aidera les couples, les femmes, à trouver la voie vers la naissance de leur choix. Il nous semble aussi important de préciser que chaque année, il y a des centaines de milliers de femmes qui sont victimes de violences, qu'elles soient physiques, sexuelles, psychologiques ou verbales. Et derrière ces chiffres qui sont assez alarmants, on va pas les détailler maintenant, mais il y a des histoires, il y a des parcours de vie et une nécessité absolue de soutien et d'accompagnement, quel que soit le moment, quelle que soit la situation. Et si vous avez besoin d'aide, ou si vous connaissez quelqu'un qui en a besoin, n'hésitez pas à appeler le 3919, qui est le numéro d'écoute anonyme et gratuit, qui ne figure pas sur les factures de téléphone pour garantir un maximum de discrétion.
Et surtout, en cas d'urgence, contactez le 17 pour la police ou la gendarmerie et le 114. C'est le même service, mais pour les personnes en situation de handicap qui peuvent avoir une déficience au niveau de la verbalisation ou de l'audition. Et aussi le 15 ou le 18 pour les secours médicaux. Tous ces numéros seront rappelés en description et en story au moment de la publication de cet épisode. Donc si vous n'avez pas eu le temps de les noter, allez lire en dessous. Nous vous encourageons aussi à partager cet épisode autour de vous, car chaque témoignage compte et peut permettre à d'autres femmes de se reconnaître, de trouver du soutien et de reprendre du pouvoir sur son histoire. Il est vraiment essentiel que la voix des femmes soit entendue lorsqu'il s'agit de leur corps, de leur dignité et aussi leur maternité. Un immense merci pour cet échange sincère et porteur de beaucoup d'espoir. Il me reste une phrase, hein. En tout cas, Amandine, prends soin de toi. Et à toutes celles et ceux qui nous écoutent, prenez aussi soin de vous. Au revoir, Amandine. Au revoir et merci à vous. Au revoir, Amandine. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Votre aide est essentielle. Si vous aimez notre travail, dites-le en partageant cet épisode, en nous laissant un commentaire ou en cliquant sur j'aime. Retrouvez-nous aussi sur Tipeee si vous souhaitez soutenir notre projet financièrement sur la page Tipeee/Par voix basse à voix haute. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. Et souvenez-vous, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.